Chers panélistes, bonjour. Bon. Nous allons donc entamer cette session d'une heure et demie ensemble. Je m'appelle Éric Bazin, je suis le cofondateur des Ateliers de la Terre. Les Ateliers de la Terre sont un think tank basé à Paris qui traite des questions de la RSE, du développement durable, qui est un mot qui, je pense, aujourd'hui est un peu galvaudé. Nous aurons aussi l'occasion certainement d'en parler sur cette session. Nous avons fêté mardi la journée de la terre nourricière. Cette très belle appellation ou qualification nous amène à réfléchir ensemble à ce qui se passe depuis plusieurs années, plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles. Depuis 1800, la population humaine a été multipliée par 10. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, 7 milliards d'habitants sur cette planète et nous serons bientôt, à l'aube de 2050-2060, 9 milliards et demi. On constate malheureusement une réduction de la surface des terres cultivables mondiales par la progression des déserts, la baisse de la fertilité des terres ou encore l'artificialisation des sols. Cette journée mondiale de la terre nourricière doit nous rappeler les enjeux, ces enjeux qui, je dirais, de façon encore plus marquée, de façon encore plus peut-être cruelle, et vous me pardonnerez ce terme et l'emploi de ce mot, sur le continent africain, doit nous ramener à nous interroger, nous remettre en question, notamment, il me semble qu'il est important aujourd'hui de rééduquer les peuples et les populations. J'aurai l'occasion d'interroger notre panel sur cette perspective. De grands projets, pourtant, et bien évidemment et bien heureusement, restent à faire. Il faut renforcer les agricultures familiales, le thème du SIAM cette année, à Meknès, notamment les politiques d'agriculture familiale des pays pauvres. Cette activité, je vous le rappelle, fait vivre plus de 500 millions de familles à travers le monde, représentant 98% des exploitations agricoles, 56% de la production mondiale agricole pour 56% des terres mondiales exploitées. Il me semble important de débuter cette session par la définition même de la question que nous nous posons aujourd'hui. Que cela signifie-t-il d'investir sur le marché, sur les marchés et sur la sécurité alimentaire? Pour cela, je vous demande d'accueillir Madame Zineb Zeroui de la Banque africaine de développement. Merci d'être parmi nous, Zineb. Monsieur Mohamed Fikrat, qui est le président directeur général de Cosumar, le Maroc. Monsieur Jean-Michel Debras, qui est directeur adjoint de l'AFD et qui nous fera part de son expertise au sein de cette grande institution. Et nous accueillons également M. Nimo Basset, qui est le directeur de Earth of Mother Earth Foundation, qui nous vient du Nigeria. Et puis, évidemment, comment pourrions-nous faire autrement que d'accueillir ici, à Rabat, au Maroc, un membre éminent de l'OCP, M. Karim El Ainoui. Je vais vous demander de vous présenter très rapidement, en quelques minutes, chacune et chacun. La galanterie m'amène évidemment à proposer la parole à Zineb. En fait, si vous voulez bien, on va essayer pour reprendre une formule tennistique, et je fais un petit clin d'œil à Karim, on va essayer de jouer ensemble. On va jouer une partie. On va se dire qu'il y a qu'un set, on ne va pas en faire plusieurs. On va jouer une partie avec vous. Je compte sur vous pour nous interpeller. Moi, mon rôle va être très simple. Je vais me mettre en retrait dans quelques secondes. Je vais donner la parole aux panélistes. Ils vont, pendant une heure, échanger des points de vue, échanger des expertises, des expériences, nous parler de ce qu'ils font sur le terrain, parce que Yaka Faucon, on va essayer d'aller plus loin. Alors je suis très ambitieux, peut-être très prétentieux, mais on va essayer d'aborder ensemble ce qui se fait sur le terrain, ce qui doit se faire, qui n'est pas encore fait, et surtout, ce qui est
duplicable, réplicable sur le continent africain, sur d'autres territoires que celui du Maroc. Et bravo au Maroc d'avoir anticipé ou d'avoir réussi 2 ans à l'avance ces objectifs du millénaire. Mais vous savez comme moi que même si le Maroc peut être assimilé à une locomotive du continent africain, en tous les cas de cette Afrique qui nous fait rêver quand on habite le nord de cette planète, il est clair que des solutions sont duplicables. Donc je vais vous demander d'intervenir, je vais vous donner la parole très vite pour que nous puissions échanger ensemble. Voilà, Zineb, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Merci. Merci Eric. Donc je m'appelle Zineb Zerioui, je suis la coordinatrice de l'équipe qui s'occupe de l'investissement dans l'agriculture et l'agribusiness pour le secteur privé à la Banque africaine de développement. Donc juste rapidement, la Banque africaine de développement, une des 5 banques multilatérales de développement, 2 fenêtres de financement qui sont le secteur public, donc travailler avec des gouvernements et apporter une assistance au gouvernement sur des projets, et par ailleurs une activité de secteur privé où en fait on assiste des promoteurs qui portent des projets purement privés avec pas de garantie souveraine, donc on fait du financement de projet, donc on apporte notre assistance financière, institutionnelle et technique dans la mesure où ces projets sont alignés avec notre vision stratégique pour ces secteurs-là, dans ces pays en particulier. Donc aujourd'hui, en fait, on est là pour parler de sécurité alimentaire. Moi, je vais aborder le sujet d'un point de vue secteur privé, parce qu'au jour le jour, en fait, on est confronté à de l'investissement dans l'agriculture, mais d'un point de vue du secteur privé. Donc on va commencer un peu par dresser le décor, avec quelques chiffres, très rapidement. Pourquoi parler de sécurité alimentaire quand on parle de... Désolée. Pourquoi parler de sécurité alimentaire en tant que vecteur de croissance ? Tout simplement parce que l'expérience en fait, de l'émergence de certaines économies a montré qu'il ne peut pas y avoir de développement économique global sans au préalable un développement de l'agriculture, une modernisation de l'agriculture. Donc aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, l'agriculture occupe 65% de la population active, mais ne génère que 32% de PIB. Aujourd'hui, en Afrique, l'agriculture est constituée à 80% de petits planteurs qui exploitent moins de 2 hectares chacun. Donc l'expérience a montré que l'effet multiplicateur de la croissance agricole est réel, parce qu'en fait, il y a un effet catalyseur sur tout le reste de l'économie. Maintenant, si on parle d'opportunités en Afrique, parce qu'on parle beaucoup du momentum africain, l'Afrique, c'est 50% des terres arables non cultivées dans le monde, soit environ 450 millions d'hectares encore à exploiter. Seuls 2 à 3% des ressources en eau renouvelable pour l'irrigation sont utilisées aujourd'hui en Afrique. L'agro-industrie aujourd'hui est un marché annuel d'à peu près 300 milliards de dollars et on estime qu'à horizon 2030, c'est un marché de 900 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on parle de tripler la taille de cette économie, ce qui implique aussi un triplement de toutes les industries connexes en amont et en aval. On parle de fertilisants, on parle d'équipements mécaniques, on parle de plants. L'Afrique, c'est aussi un marché de 1 milliard de consommateurs. Et parmi ces 1 milliard de consommateurs, on parle d'une classe moyenne d'à peu près 300 millions de personnes. Mais encore une fois, la croissance, le potentiel, etc., ça ne se mange pas. Là, on parle de sécurité alimentaire. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on débloque ce potentiel, comment on passe d'une agriculture qui est principalement une agriculture de subsistance aujourd'hui à une agriculture commerciale. C'est-à-dire comment faire de l'agriculture non plus un point... on va dire une problématique de développement, mais un business comme un autre. Comment faire des agriculteurs, des entrepreneurs comme des autres. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on va parler de cas plus précis tout au long du débat. Et voilà, merci. Très bien. Monsieur Fikrat, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs, merci Eric. Je tiens à remercier tout d'abord l'Institut Amadeus de m'associer à ce panel sur une thématique qui est extrêmement passionnante et intéressante. Je suis ingénieur de formation et je suis l'animateur, pour ne pas dire le président-directeur général de Cosumar. Cosumar, c'est une société privée qui est cotée à la bourse de Casablanca et au sein de laquelle il y a 2000
collaboratrices et collaborateurs. Et nous avons la lourde tâche et l'honneur aussi de sucrer le Maroc. Donc nous fournissons le marché national avec 1 250 000 tonnes par an. Mais nous avons des partenaires de premier choix, que sont les agriculteurs, qui sont pour la majorité des petits agriculteurs. Ils sont au nombre de 80 000 et répartis sur 5 régions du Maroc. Alors l'activité sucrière, c'est une activité extrêmement intéressante et passionnante, parce que c'est une activité qui est totalement intégrée, partant de la fourche à la cuillère. Donc, dans les 5 régions où nous sommes présents, nous voyons les semences arriver et nous vendons le sucre raffiné dans les souks même, donc dans les régions elles-mêmes. Et Kouzumar a la particularité d'être un agrégateur, et la notion d'agrégation, c'est un concept très très fort qui a été utilisé fortement dans le deuxième pilier du plan Maroc Vert. Donc rapidement, le plan Maroc Vert, c'est 2 piliers. Un pilier qui est destiné aux investisseurs dans le monde agricole et un pilier qui est destiné à l'agriculture solidaire. Et pour l'agriculture solidaire, l'outil qu'a choisi l'État marocain, c'est la notion d'agrégation. Vous avez souvent un opérateur qui peut être soit le transformateur, soit celui qui fait le lien avec le marché, qui agrège autour de lui les petits agriculteurs pour leur permettre l'accès à la technologie, l'accès au marché, aux meilleures conditions possibles. Alors par ce biais-là, Kouzumar joue ce rôle-là et ça nous a valu une médaille de la FAO en 2009 en tant qu'agrégateur. Et nous sommes aussi fiers au sein de Kouzumar parce que nous sommes au cœur d'une activité qui est en fait le pivot d'un écosystème agricole dans les régions où nous sommes présents. Nous générons du revenu régulier et nous sommes l'autoroute de plusieurs technologies qui sont introduites. Et souvent la betterave ou la canne, c'est la colonne vertébrale d'autres cultures autour. Tous nos partenaires agricoles ne sont pas de simples planteurs de betteraves ou de canne, ce sont aussi des éleveurs, donc des producteurs de lait, des producteurs de viande, ce sont aussi des céréaliers. Les meilleurs céréaliers de notre pays sont aussi des betteraviers, parce qu'il y a un bon mariage entre la betterave et la canne. Et comme entreprise qui a ce rôle socio-économique extrêmement important, nous sommes labellisés RSE, donc nous avons 5 labels, et nous avons aussi reçu le prix de pionnier dans la RSE à l'échelle du continent africain. Alors j'aurai l'occasion peut-être d'aller plus loin quand on ira dans le panel. Merci. Merci beaucoup. Monsieur El Anaoui, parlez-nous s'il vous plaît du Police Center de l'OCP et très rapidement, faut-il le rappeler, le leader mondial des phosphates et nous exprimer un petit peu les ambitions de ce Police Center, s'il vous plaît. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Nous on se pose des questions, donc le monde est complexe, et donc il y a plusieurs manières pour répondre à ces questions, face à cette complexité, et on voit les choses du point de vue du Maroc. C'est important, parce que quand vous êtes dans un pays à revenu intermédiaire, qui fait les 3 000 $ de PIB par tête en nominal, en dollars courants, et que votre ambition c'est de doubler ou tripler sur 10 ans, en tout cas tripler peut-être c'est un peu sur un peu plus longtemps, vous regardez le monde et ces questions-là d'une manière un peu différente. L'accélération potentielle, l'accélération de la croissance déjà observée en Afrique de ces dernières années est vue d'une manière un peu différente, qu'on soit dans une économie avancée qui fait face aux difficultés encore bien présentes de l'après-crise de 2008 et dans un pays comme le Maroc. Donc, et le besoin de compréhension, on peut y répondre de différentes manières. Donc, le Policy Center, c'est une manière de répondre à ce besoin de compréhension et de le partager. Ce n'est pas l'internaliser au groupe, c'est de le partager comme un bien public, parce que, si Fikret en parlait, sur les marchés alimentaires mondiaux, il se passe des transformations très importantes, des nouveaux producteurs émergent, les marchés de l'énergie
sont de plus en plus intégrés et complexes. Si vous prenez ce qui se passe en Afrique, sur le gaz, etc. Et donc le rôle des institutions internationales, et on pourra peut-être en parler, qui sont des institutions qui sont nées de problématiques de l'après-Deuxième Guerre mondiale et qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. Sont-elles organisées pour répondre aux défis du développement? Ont-elles la masse critique pour répondre aux enjeux dont on parle? C'est des vrais questionnements. Et donc, OCP Policy Center donc, est un think tank, une institution indépendante, autonome, supportée dans l'écosystème du groupe et de sa fondation, et se veut donc une plateforme ouverte pour connecter le Maroc au reste du monde et inversement, et surtout travailler sur le fond, sur les idées, sur la compréhension, tout simplement. Et les changements, j'imagine aussi, puisqu'on aura compris que vous souhaitez vous inscrire dans une ambition de changement de paradigme, de réflexion autour de ça. On a besoin évidemment de think tanks comme le vôtre. On a besoin aussi, et là je vais me tourner vers Nimo Basset, on a besoin, et je pense que des passerelles, et j'aime beaucoup ce mot de passerelle ou de pont, sont indispensables. Nimo, pouvez-vous nous dire aussi également en 3-4 minutes ce qu'est votre combat au quotidien avec Earth Mother Earth Foundation, s'il vous plaît. Thank you, Eric. Good morning, friends. Good morning, in-laws and outlaws. I must thank the Amadeus Institute for this invitation. It was a great pleasure for me to be at MEDES last year. I like the level of interactions and conversations. Now, the Health of Mother Earth Foundation is an ecological think tank, basically. And we work on 3 things, and we use one driver. The 2 key areas we work on are issues related to fossil fuels, which is a major issue in Nigeria, where I come from. And then the other issue, which is very relevant to this panel, is the politics of hunger. Why are people hungry? And it's interesting that this year the African Union has declared the year as the year of agriculture. And this is the year of agriculture and food security. And really, when you look critically at the issue, you find that food security is actually a security issue, not just about filling the stomach, but also having the people alive and keeping the nations working, moving. And when each nation is food secure, then you can have a food secure continent, of course. So what we do at the Health of Mother Earth Foundation is to interrogate the question, why are people hungry? Is it because there's no food? If there's no food, why is there no food? As you can see from the name of the organization, we are concerned with nature, with Mother Earth itself. And we believe that it is wrong for any activity by individuals or corporate entities to disrupt the natural cycles of nature. When nature is unable to replenish itself, then what you're doing is actually criminal. And some people have formulated this as ecocide, which is something that seriously needs to be confronted and halted. All over the world, we're having things being done in the name of development that are actually anti-development, because development must support man, must support nature, must respect other species on Earth. We are not the only species on Earth. We are just human beings. There are other beings on Earth. They may not be able to have a conference like we do, but that doesn't mean that we should disregard them or destroy them. The way we treat the planet directly affects the way we produce food and our idea about what is progress. Merci beaucoup. Jean-Michel Debras, en quelques mots, rappelez-nous les engagements de l'AFD, notamment sur le continent africain, en particulier sur le Maroc, et puis peut-être nous rappeler la différence majeure entre la BAD et l'AFD, si on peut, pour éviter toute confusion. Et puis c'est à vous que je poserai la première question de ce combat, puisqu'elle m'a été
élégamment soufflé par vous-même hier soir. Que cela signifie-t-il investir sur la sécurité alimentaire? Merci. Bonjour à tous. Merci à l'Institut Amadeus pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je pense que je suis là parce que j'ai fait une longue carrière dans la coopération française, enfin disons plus de la moitié de ma carrière, et notamment à la fois au ministère des Finances, à la direction, au ministère de la coopération, et puis pour l'essentiel à l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, comme vous le savez sans doute, c'est trois choses. C'est d'abord l'outil de la France pour favoriser le développement dans les pays dits en développement ou émergents, au sein desquels l'Afrique a une place évidemment particulière, puisque c'est à elle seule la moitié de tout ce que nous faisons dans le monde. Mais nous sommes présents en Asie, en Amérique latine, mais l'Afrique reste à la fois notre berceau et notre vocation première. C'est un montant d'investissement à peu près de combien à peu près? Alors c'est 8 milliards par an, dont 4 en Afrique. Merci. 8 milliards d'euros, bien sûr, par an, dont 4 en Afrique. Et c'est un chiffre stable qui correspond à notre capacité financière, à notre bilan, qui est stable depuis maintenant 4 ou 5 ans et qui est appelé à le demeurer. Donc nous sommes, alors donc nous sommes un bilatéral, ce qu'on appelle dans le jargon un bilatéral. Mais ce bilatéral important, puisque 8 milliards, ça nous met au premier rang des bilatéraux, travaille dans la vie de tous les jours avec les autres acteurs du système des bailleurs de fonds. Alors, à commencer en Afrique, évidemment, par la Banque africaine de développement, avec lesquels nous avons des relations de cofinancement et de partage d'expérience, mais aussi, évidemment, tous les autres. La Banque mondiale, nos collègues, la Banque asiatique en Asie, etc. Ouais. En quelques mots, et donc pour cela nous sommes une institution financière, c'est en cela que c'est original, puisque nous sommes purement bilatéral, nous mettons en œuvre la politique de la France, mais nous sommes une institution financière, régie comme n'importe quelle autre banque, par les lois du métier, si j'ose dire, et donc nous sommes à la fois un investisseur et un prêteur. Alors s'il fallait vous demander de définir justement cette problématique de la sécurité alimentaire, voilà. Comment nous qualifieriez-vous cette expression? La première chose, c'est que depuis 70 ans, puisque c'est l'âge de notre maison, toute la problématique du développement rural est un des métiers clés de la maison, depuis toujours. Et ce sujet ne se dément pas, bien que en Afrique notamment, la place de l'agriculture soit moindre qu'il y a 70 ans. En fait, l'importance du sujet est accrue. D'abord, le mot sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est étrange. Enfin, sécurité, ça veut dire qu'on est en risque. Sur quoi? Sur l'activité humaine la plus ancestrale qui soit, c'est-à-dire la production et la consommation de biens alimentaires. Et on garde dans la tête cette image du producteur qui consomme lui-même. Enfin, on a toujours sur ce sujet-là, on ne se débarrasse jamais de l'image de ce qu'est l'agriculture depuis le néolithique. En fait, c'est pas. Alors, ça reste vrai pour une partie, notamment en Afrique, mais c'est surtout quand on constate qu'il y a un problème, c'est parce que nous sommes devant un véritable système. Et ce système est complètement inclus dans l'économie de marché. Et d'ailleurs, historiquement, à commencer par la France ou l'Europe, l'agriculture a fait des bonds en avant au fur et à mesure qu'elle s'intégrait dans une logique de marché. Donc, et j'aime bien l'expression de ma collègue, comment débloquer le système, parce que c'est bien ça le sujet. Quelle est l'analyse de système, je dis bien, qui fait qu'on n'est pas en train simplement, même si le mot simple doit pas être... Enfin, bien sûr, on parle de rendement. Bien sûr, on parle de productivité, et notamment en Afrique où le potentiel est immense, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Mais on parle de plein d'autres choses. On parle de transport, ça a été dit ce matin, très opportunément. On parle de stockage, on parle d'information de marché, on parle de lissage des cours, on parle d'accès au crédit, bon, bref. On parle de formation. Et donc, si dysfonctionnement il y a, c'est pas parce que la nourriture manque à un endroit, parce que ça peut se produire, bien sûr. Hein, une sécheresse grave fait que dans une zone donnée, l'alimentation manque. Mais ce n'est que... S'il y a famine à cause de cela, non. C'est parce que les transports n'ont pas fonctionné, c'est parce que le système de stock n'a pas été convenablement géré, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ma première contribution, ce serait de dire il n'y a pas d'opposition entre le développement rural et le développement urbain, par exemple. L'agriculture est une partie complètement intégrante de l'économie, et plus elle sera intégrée dans l'économie de marché, et plus nous nous éloignerons des problèmes de sécurité
c'est-à-dire de traitement des risques. Il y a des risques inhérents à la profession, les risques liés à la biodiversité, les risques liés à l'épuisement des sols, les risques liés à l'eau, les risques liés au climat, mais ces risques sont tous maîtrisables. Alors justement, donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas maîtrisés? Alors justement, je vais me tourner vers vous, M. Fikrat. Est-ce que ces risques, vous les maîtrisez? Est-ce que ceux, éventuellement, que vous ne maîtrisez pas, vous tendez à trouver des solutions? Est-ce qu'on peut rebondir sur le propos de Jean-Michel Debrah? Alors, avant de rebondir, je vais peut-être revenir à votre question clé que vous avez posée tout à l'heure, qui est une question extrêmement importante. En fait, la sécurité alimentaire, c'est d'abord une nécessité, mais c'est surtout une opportunité, et surtout pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous avez un grand réservoir de terres arables. Il y a 16% au niveau mondial, d'après les chiffres de la FAO. Et sur les 16% de terres arables, il y a 79% qui ne sont pas encore cultivés. D'un autre côté, vous avez 70% d'Africains qui dépendent de la production agricole. Et si vous vous intéressez à la sécurité alimentaire, ça peut être un excellent levier de développement économique en attirant l'investissement, en amenant les infrastructures et en allant vers la création de la richesse. Et si vous voulez, le cas de Cozumar, c'est une illustration de ce type d'exercice, puisque depuis les années 60, entre les années 60 et les années 80, le gouvernement marocain a installé la culture sucrière dans plusieurs régions rurales. Et autour de l'activité sucrière, vous avez eu le développement de villages, voire de villes, d'infrastructures, de routes, de la création de la richesse et le développement des autres activités agricoles. Parce que l'activité sucrière, c'est une activité qui industrialise, de par la nécessité de mettre en place les unités de transformation à côté. Alors, comme toute activité agro-industrielle, il comporte énormément de risques. Mais les risques sont surmontables. Ils sont surmontables pourvu qu'il y ait un travail conjoint de toutes les parties prenantes. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire en tant qu'opérateur privé, puisqu'on raisonne écosystème. Il y a une approche systémique à faire. Alors justement, le risque majeur que vous rencontrez, si on pouvait le qualifier, l'énoncer pour le public. Si vous voulez, il y a plusieurs risques. Il y a un risque qu'on ne peut pas contrôler totalement, c'est tout ce qui est lié au climat. Bien sûr. Vous avez aussi le risque d'incompréhension qu'on appelle sociale, mais qui est surmontable quand il y a un dialogue sérieux et respectueux entre les différentes parties prenantes. Par exemple, pour le cas de Cozumar, avant 2005, on avait énormément de frictions entre l'opérateur, les agriculteurs, entre l'opérateur et les syndicats. Et nous avons créé des cadres de dialogue sérieux et responsable. On a mis en place la FEMA-Sucre, la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre, où toutes les associations des planteurs sucriers avec les 5 sociétés qui composent Cozumar se réunissent, et on est allé vers une politique de contractualisation entre la FEMA-Sucre et le gouvernement. Parce que le gouvernement aussi, il a un rôle à jouer. Et puis vous avez les risques qui sont liés à l'activité agricole elle-même, où vous devez faire appel à beaucoup de R&D, dans le domaine agronomique, à l'introduction de nouvelles technologies. À ce titre-là, Cozumar s'investit totalement dans cet axe-là. Et nous avons essayé de réduire le temps d'introduction des technologies. L'Europe, c'est 2 siècles de betterave. Le Maroc, c'est une 50aine d'années dans la betterave. Mais nous avons réussi à introduire, par exemple, la semence de la monogerme, qui est un bon levier pour l'augmentation des revenus. Alors, merci. Vous avez parlé de risques climatiques, avec le changement climatique. Vous avez parlé de risques aussi social, risques économiques. Et il y a un risque financier. Et je suis certain que l'ABAD se ferait une joie de vous accompagner, notamment dans vos velléités de développement au Soudan, ou peut-être l'OCP aussi dans tout ce qui va relever de la cartographie du Mali, de la Guinée, ce genre de pays. Vous allez répliquer. Qu'est-ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui l'ABAD aurait envie, et pourquoi l'ABAD aurait envie d'accompagner ces grands projets sur d'autres territoires africains? Zineb. En fait, je dirais que ce qui fait qu'on est intéressé par ce type de groupe en particulier, on est intéressé par l'industrialisation de l'Afrique. Au-delà du développement de la filière agricole, on a vraiment une approche d'industrialisation, d'ajout de valeur.
Mais au-delà de ça, ce qu'on essaie aussi de promouvoir, c'est l'entrepreneuriat africain, c'est-à-dire c'est les flux d'investissement intra-africains. Et donc on essaye aussi de voir quel type de champions. Pourquoi on les appelle champions? C'est parce qu'ils ont aussi réussi à mettre en place des modèles qui sont des modèles bons et réplicables dans leur propre territoire, et qu'on pense qu'il y a un potentiel de duplication de ces modèles-là dans d'autres territoires. Typiquement avec OCP, en fait, on a une opération déjà existante, puisqu'on est un des bailleurs de fonds qui avons financé leur programme de développement au Maroc. Donc on a mis un ticket de 250 millions de dollars il y a à peu près 3 ans, je crois. Et aujourd'hui, on est très attentif et on continue à travailler avec OCP pour aller sur leur ambition africaine, sur d'autres territoires, mais aussi pour les accompagner à prendre en compte les réalités locales. Typiquement, tout ce qui est besoin en unité de blending sur les pays, intégration d'unités avec une portée régionale, par exemple sur la zone de la CEDEAO, de la COMESA, de l'Afrique centrale. Et avec COSUMAR, c'est exactement la même volonté qu'on a, c'est qu'on estime qu'ils ont un modèle aussi d'intégration et d'agrégation qui fonctionne au Maroc, parce que c'est une filière qui a réussi à être organisée, qui n'était pas organisée, mais qui a pu être organisée. C'est aussi pour ça qu'elle fonctionne. On voit des modèles similaires sur d'autres pays, typiquement sur la Côte d'Ivoire, par exemple, sur la filière EVA, palmier à huile, cacao, etc. Donc il y a d'autres champions ailleurs qu'on suit, mais c'est exactement ça notre volonté, dupliquer des modèles. Et il y a malheureusement, à l'inverse du champion, il y a des mauvais élèves. On peut en parler aussi, on peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'on est là aussi pour montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Je veux dire, là, on parle d'un sujet particulier qui est l'agriculture. Comme je disais au début, on est sur un secteur où à 80% on parle de petits planteurs. On ne peut pas développer ce secteur-là en ignorant les petits planteurs. Donc il y a certaines problématiques actuellement sur le continent. On parle d'accaparement de terres, il y a un certain nombre de concessions qui sont données à des grands opérateurs privés. En soi, on n'est pas contre ce processus-là, mais comment il est géré à terme? C'est-à-dire que pour nous, il ne peut pas y avoir de projet privé et commercial et économique sans intégration des petits planteurs. Et là, on n'est pas en train de parler de responsabilité sociale de l'entreprise. On est en train de parler d'une problématique économique, parce que ça ne peut pas réussir si on ne tient pas compte de la réalité locale. Donc c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce qu'on voit qui ne fonctionne pas aujourd'hui en Afrique, c'est certaines concessions qui ont été octroyées. On voit des entreprises étrangères qui arrivent, qui ramènent leur modèle qui n'est pas adapté, qui ignorent les petits planteurs et qui finalement, en fait, ignorent leur réalité économique. Un cas plus précis, Zineb. On peut... Non, on n'y va pas. On ne dit pas les choses. Très bien. Jean-Michel va rebondir dessus. Oui, je voudrais appuyer fortement ce que vient de dire ma collègue. Il y a 2 mots qui ont été prononcés, le mot de filière. Alors, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent pour parler d'agrégation, d'intégration. Et le mot filière veut dire qu'on intègre tous les acteurs, depuis le petit agriculteur jusqu'à l'entreprise qui commercialise, voire les acteurs du marché mondial. Alors, les filières se sont développées principalement dans les secteurs d'exportation, c'est vrai. Elles se sont créées sur le coton, elles se sont créées sur l'EVA. Alors, elles étaient déjà des progrès sur le sucre. C'était déjà des progrès, puisque on passe du système de plantation, entre guillemets, à un système où tous les acteurs jouent, y compris d'ailleurs les grandes entreprises. Et là, j'en arrive au 2e mot-clé, qui est le mot de contrat. Nous militons beaucoup à l'AFD pour ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle. Ça consiste à ce que des contrats explicites soient passés entre les différents acteurs de façon à respecter les intérêts de chacun. Alors, il y a un point qui fait polémique sur ce sujet, c'est évidemment l'accès au foncier, ou les conséquences de l'éviction de populations entières quand il y a des achats de terres réputées n'appartenir à personne ou appartenir à l'État. Or, en Afrique, il n'y a pas de terre libre. C'est pas vrai, il y a toujours des droits d'usage. Et ces droits d'usage appartiennent à des communautés. Donc là, je crois que c'est un point sur lequel on se rejoint parfaitement avec la BAD, c'est que, et je crois comprendre, c'est qu'un projet agricole ne peut réussir, premièrement, que s'il se fait avec et pour les agriculteurs, deuxièmement, s'il a pour objet de donner des revenus et des emplois aux agriculteurs. Je voudrais rappeler que la politique agricole commune de l'Europe a eu pour fondement politique d'accompagner l'agriculture familiale européenne vers l'économie de marché.
et en leur donnant des revenus. Et avec un système, bon, sur lequel je ne vais pas revenir, mais et donc une politique agricole se fait d'abord avec ses acteurs, et ces acteurs, ce sont les millions d'agriculteurs, alors qui certes n'utilisent pas autant d'engrais qu'on pourrait l'imaginer. Je voudrais juste rappeler à cet égard, par exemple, qu'en Afrique globalement, l'agriculture consomme 13 kg d'engrais à l'hectare. En Asie du Sud, je ne prends pas les États-Unis, en Asie du Sud, c'est 190. Donc on voit la marge. Mais ce n'est pas parce que les gens n'ont pas compris que l'engrais existe ou comment s'en servir. C'est parce que si on n'utilise pas les engrais, c'est parce qu'on n'a pas accès au crédit, c'est parce que d'abord il y a un problème de formation professionnelle, etc. etc. D'où l'analyse de système. Alors nous aurons tous compris qu'il y a un souci de co-construction. Alors justement, Monsieur El Anaoui, l'ECP a souhaité sensibiliser les agriculteurs marocains à travers notamment une initiative étonnante, mais au résultat plus que convaincant. C'est cette campagne de sensibilisation à travers des caravanes itinérantes dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que moi j'ai retenu cette initiative comme quelque chose d'extrêmement positif à l'égard de cette population d'agriculteurs qui justement peut-être a besoin d'être sensibilisé à vos politiques et au développement de votre entreprise et de votre société, à la fois au Maroc et sur d'autres territoires. Bon, je ne sais pas si c'est... je ne m'occupe pas directement de ces choses, mais je peux le replacer dans un contexte. Oui. Donc le contexte, c'est celui exactement ce qui était décrit, c'est-à-dire que produire la production agricole dépend de toute une chaîne en fait et c'est très complexe. Donc quand vous exportez des engrais, ils arrivent au port, mais il faut qu'ils arrivent au bord du champ de l'agriculteur à un coût au bon moment, au bon coût, qu'ils puissent avoir accès à d'autres mécanismes d'assurance sur les risques, de préfinancement, etc. Donc ça peut être vu comme un ensemble, hein, donc comme un équilibre, en fait un équilibre avec différents paramètres. Et la caravane, c'est un des éléments, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites, comme des cartes de fertilité des sols, etc. Donc ça inclut la dimension formation, la dimension vulgarisation, la dimension, etc. Donc c'est aussi une manière de connaître les besoins, de connaître les difficultés. Mais je pense qu'il faut... on comprend bien, et ça a été bien mis, l'accent a été bien mis par mes prédécesseurs, et on partage ce constat, que je reviens au sujet de ce panel, qui est quand même la sécurité alimentaire comme moteur de croissance. On comprend bien qu'il va y avoir un boom dans le secteur agricole en Afrique, nécessairement. Il y a 1 milliard d'habitants, qui vont s'ajouter sur ce continent. C'est 2 fois l'Union européenne actuelle, d'ici 30 ans à peu près. Donc il faut faire face à cet enjeu. Le potentiel est là, et il faut le mobiliser. Ce que ça veut dire, et là je rejoins tout le monde, c'est que c'est un changement d'équilibre. On est aujourd'hui dans un certain équilibre, donc institutionnel, etc. C'est des équilibres complexes. Ça ne marche pas parfaitement, mais c'est quand même un équilibre. Et ce dont on parle, c'est un changement d'équilibre. Et changer d'équilibre, c'est en anglais leapfrogging. C'est-à-dire, c'est un peu prendre un risque. Et c'est toujours difficile de prendre un risque. Débloquer ces contraintes. Mais si vous débloquez une seule contrainte, vous vous retrouvez en déséquilibre. Donc c'est attaquer tout un ensemble de paramètres à la fois pour retrouver un nouvel équilibre. Et ça, c'est pour des politiques, c'est compliqué parce que c'est prendre donc des risques. Il faut la longue perspective parce que les résultats sont à long terme. Et puis, il y a une grande dimension transnationale. C'est des enjeux aussi qui se retrouvent dans les corridors de transport, etc., sur la logistique, les coûts, les ports. Enfin, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais ça implique beaucoup d'acteurs et au-delà des pays aussi, si on veut avoir des résultats vraiment de masse critique. Alors, qui peut donner confiance? Et oui, il faut donner confiance. Pour prendre des risques, il faut que j'ai confiance. Chacun, nous-mêmes, à titre individuel, on a tendance plutôt à préférer le statu quo qu'au risque. Ben oui, bien sûr.
Donc, comment donner confiance? Et c'est là, parce que nous pensons que la demande agricole, au plan mondial, mais notamment son moteur en Afrique, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est pas linéaire, et vous verrez. Parce que ça aussi, quand on pense statu quo, on pense linéaire, on pense une augmentation de la demande, un pourcentage prévisible. Non, c'est très probablement exponentiel. Ce qui doit se passer en Afrique en termes de production dans le secteur agricole et de manière soutenable. Et je rejoins notre collègue du Nigeria. C'est pas food security, c'est building sustainable food systems. C'est ça dont il s'agit. Le food security, c'est un terme d'advocacy, c'est un terme pour parler aux médias, au grand public. Mais ce qu'il s'agit, c'est ça. C'est des systèmes agricoles soutenables, complexes, imbriqués, que seul le marché peut organiser. Mais on a quand même besoin d'un input des policymakers au départ pour faire marcher tout ça. Et ça, c'est la conviction forte du groupe. Et d'ailleurs, si vous voyez ce qu'on vient de faire au Gabon, en mettant ensemble des commodities, des matières premières avec un pays africain. Donc il y a beaucoup de projets de cette nature qui peuvent prendre place. Mais encore une fois, c'est pas les enveloppes, j'aime beaucoup là-bas, j'y ai beaucoup d'amis, mais les montants dont on parle, les limites qu'ils ont sur les pays, même la Banque mondiale, les limites sur les pays, en termes d'exposure, leur niveau de capital, c'est pas à la hauteur des enjeux dont on parle, je suis désolé. On peut mettre l'AFD, l'ABAD, tout le monde ensemble, ça fait pas le changement d'équilibre et la confiance que vous devez donner sur le moyen terme pour que tout le monde accepte un petit peu de prendre ces risques et de peut-être avoir des taux de rendement du capital faibles dans un premier temps, parce qu'il y a aussi le capital privé. Et leur force, c'est de dérisquer le capital privé. Aujourd'hui, vous parlez à un investisseur à New York, à Londres ou dans le monde entier, il va vous demander des taux de rendement interne en financement de projets sur l'Afrique qui sont très élevés et qui font que les projets se font difficilement. Le rôle des institutions, c'est justement pas nécessairement de mettre le capital, c'est de mettre leur force de frappe financière pour dérisquer ces investissements, les garantir et les leverager sur le capital privé qui est disponible et qui est en recherche d'investissement et d'actifs en Afrique. Donc ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Et il faut qu'on soit d'accord sur la vision d'abord. Les projets, c'est bien, mais les projets ne font pas les politiques. Et je ne crois pas qu'entre les pays avancés, les institutions internationales, un pays comme le Maroc, qui a dit ce qu'il pensait et qui fait ce qu'il pense. Et ça, c'est important, il faut le saluer. Le Maroc dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit sur l'Afrique. Non, je m'arrête et je marque un silence, si vous permettez, parce que c'est important. Convaincre les partenaires du développement au plan global que ce n'est pas linéaire, que c'est une affaire exponentielle en face de laquelle vous êtes et que c'est un véritable changement d'équilibre, n'est pas aisé. N'est pas aisé, et on a nous-mêmes, si vous voulez, on parle avec beaucoup de partenaires internationaux dans le contexte du Policy Center, nos amis de l'AFD, de l'ABAD, etc. Les projets, oui, accompagnement, ça fonctionne, c'est un peu, je ne veux pas être trop, mais c'est business as usual. Là, on parle de leapfrogger, de passer à un autre paradigme. La conviction, nous l'avons, et c'est pour ça qu'il faut, j'y reviens, il faut qu'on aille au fond de la discussion sur comment nous percevons les choses et comment s'organiser pour apporter réponse à ce formidable challenge d'un continent. Vous avez déjà pas mal d'économies qui va, si vous regardez les projections du Fonds monétaire, dont la croissance est parmi les plus élevées, si ce n'est la plus élevée au monde en tant que région, et que ça va se confirmer pour l'avenir. Donc comment, et nous pensons ici au Maroc qu'on a une contribution à s'intégrer pour fabriquer des systèmes, des food systems, qu'on a une contribution à apporter. Bien sûr, on ne peut pas faire ça tout seul. Merci. D'où ce rôle de conviction et de discussion au fond sur le partage de la vision, parce que c'est important, et de la réforme, des instruments
standard de Banque mondiale, etc. Oui, oui. Mais comme le disait Zineb, la BAD, par exemple, c'est un petit peu aussi le dernier recours. On en parlait ce matin. Alors, justement, quelle est, Nimo, vous, votre part de contribution à cette prise de risque dans ce que vient de dire notre ami de l'OCP, en l'occurrence? Comment accompagnez-vous cette prise de risque et cette co-construction, à la fois avec des privés, à la fois avec des institutions et des pouvoirs publics qui ne sont pas toujours forcément à l'écoute de votre message? Okay. I'm sorry, I wasn't following the translation very closely. But the translation is good. Thank you, translators. I was still trying to digest what he said because he said a whole lot of stuff. Now, the main challenge with policymakers in Africa is that we sometimes get stuck in growth direction set by neoliberal economic policies. We also accept concepts drawn up by maybe the World Bank, the IMF, and the rest, that we just believe that this is the way to go. Now, when we talk about food security, sometimes this raises issues for Africa, because food is not, people are not just looking for things for their stomach. Food is more than what you put in, just put in your mouth. Just looking at food is something that is important. Food is a whole cultural issue. And, you know, the way nature has done it, we have food at different seasons. We don't eat the same thing all the time. But when you follow certain kinds of agricultural patterns, you are now constrained to follow a kind of set pattern so that there's no, you don't, what you eat doesn't depend on the seasons, it's available at all times, and this has implications for the environment as well as for the well-being of the people. Now, a concept that is more amenable to our lifestyle is food sovereignty. Not just food. Food sovereignty provides for food security, because then you're having food that is culturally appropriate, food that is suitable to the environment, and food that the people who cultivate them have the tools and understand how best to make them. Now, policymakers in Africa they're also gradually falling into a trap where external ideas about food, about seed uniformity, certification of seeds are coming in, and then African countries are beginning to line up behind this. All this will eventually take control of seeds away from our local farmers. And once farmers lose control of seeds, they've lost their sovereignty, they've lost the power over the economy, and they get trapped in going to line up before shops every planting season to buy seeds. So that's a problem. Now, the other issue is that if agriculture is working with nature and not against nature, that kind of agriculture helps to fight against global warming. We talk about climate change. In fact, the truth is, if you follow the World Bank projections, if we continue to depend on fossil fuels and harmful development patterns, before the turn of the century, we may have up to 4 degrees centigrade temperature increase above pre-industrial levels. If that happens, Africa will be completely roasted. We're going to have Africans without Africans. You're going to have Africa that maybe is good for excavation of minerals and not good for agriculture at all. Now, we're talking about Africa having a lot of unused land. That is a big issue, because when people go with that notion and take it to higher levels, this kind of notion is what is driving land grabbing on the continent. Oh, Africans, sometimes we Africans have too much population in Africa. Now we're here, Africans are not so many because there's so much land that is not being used. So since there are not so many anymore, when we talk about land, we can go grab the land. And this has both for food security of the people, it has implications for political stability in the continent. It's going to raise more conflicts, and more conflicts in Africa would affect investment in agriculture. And now, if we accept, I've been trying to read about percentages about how many Africans are involved in agriculture. And you can pick one book, one magazine, and they give you different figures in one edition. You have 60%, 65%, 70% above. But it means what they think is that there are a lot of Africans depend on and are involved in agriculture. Now, if these are small-scale farmers, why don't we put an investment there? Isn't that what is going to drive growth in Africa?
Merci beaucoup Nimo. Alors justement, Monsieur Fikrat, récemment vous avez affirmé qu'il était tout à fait possible de porter le taux de couverture des besoins à partir des plantes sucrières, qui sont aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, entre 35-40% à 62% d'ici les 6 prochaines années. Alors, c'est une façon aussi de rebondir sur le propos de Nimo Basset. Quelles sont les recettes de cela? Parce que là, on se dit qu'on va investir dans la recherche, le développement bien sûr, mais il y a d'autres peut-être solutions, il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Merci pour votre question. Je vais aller à l'échelle mondiale et puis revenir rapidement. Dans votre introduction, vous avez parlé d'une population prévisible de 9 milliards. Il faut savoir que la production agricole doit augmenter de plus de 70%. Si on sait d'un autre côté qu'il n'y aurait que 10% supplémentaires de terres arables, ça veut dire que sur les 90% que nous avons aujourd'hui, on doit produire plus. Donc il y a une question d'efforts intensifs. Or, pour faire de l'intensif, vous avez besoin, entre autres, de 2 éléments extrêmement importants. C'est la partie financière pour les investissements, mais aussi pour l'assurance. Je vais dire pourquoi. Et vous avez aussi besoin de beaucoup de formation, beaucoup disons, de savoir-faire et de technologie. Et c'est sur ces 2 éléments-là, entre autres, sur lesquels nous avons agi à l'échelle de Cosumar. Quand nous avons acheté les 4 sociétés publiques qui appartenaient à l'État dans le secteur sucrier, on savait que la superficie à l'échelle marocaine pour réserver aux plantes sucrières ne va pas énormément évoluer. Et on s'est intéressé à un indicateur très simple, c'est la tonne de sucre produite par hectare. On était à 5 tonnes de sucre à l'hectare, aujourd'hui nous sommes à 10 tonnes. Donc on a pratiquement doublé sur une période de 6 ans, 7 ans. Alors vous me dites comment vous pouvez doubler la productivité. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Donc vous avez besoin de beaucoup d'investissements. Il faut investir dans la mécanisation, il faut investir dans la R&D et investir aussi dans la transformation. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de produire sur le champ, mais être capable de récupérer le maximum. Et comme nous travaillons avec plusieurs milliers d'agriculteurs, même si vous amenez les bonnes semences, même si vous amenez les bons facteurs de production, s'il n'y a pas un accompagnement dédié pour bien utiliser ces facteurs au cours de toute la vie de la plante, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'à travers la FIMA-Sucre, avec les associations, avec le ministère de l'Agriculture, nous avons mis des programmes d'accompagnement, de sensibilisation. Nous avons aussi fait en sorte à ce que les associations des agriculteurs marocains adhèrent à des associations mondiales et on fait beaucoup de benchmarks. Et il y a une centaine d'ingénieurs agronomes et de techniciens supérieurs qui sillonnent les champs sur les 5 régions où nous avons les plantes sucrières pour être à l'écoute des attentes des agriculteurs et les accompagner et les encadrer. Alors pour la partie financière, je vais aller plus vite. J'ai parlé tout à l'heure des risques climatiques. Les risques climatiques, c'est pas une fatalité, pourvu que vous mettiez en place un système qui vous permet de faire face à cela. Alors nous avons la chance à Cosumar d'avoir un modèle résilient où vous avez le raffinage de sucre brut que nous importons, la production du sucre à partir de la betterave, la production du sucre à partir de la canne est présent dans 5 régions. Donc on arrive avec ce système-là à être au rendez-vous par rapport au marché national. Mais il arrive qu'il y ait des problèmes très graves. C'était le cas entre 2009 et 2011 où nous avons eu des inondations de plusieurs milliers d'hectares, entre 9 000 et 12 000 hectares. Et là, on a actionné l'élément de solidarité. On a mis en place des fonds de solidarité qui étaient aux côtés des agriculteurs avec l'apport aussi de l'État, 50% la société Cosumar et 50% l'État, mais aussi la contribution des associations elles-mêmes, même si c'était à titre symbolique, pour aider les agriculteurs. Parce que le grand défi dans l'agriculture ou l'agrobusiness, c'est que vous avez énormément de risques, mais vous devez investir énormément sur la partie production agricole, la partie industrielle, et vous avez besoin de mécanismes de lissage et de suivi. Alors justement, en parlant de suivi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes satisfait des programmes qui ont été mis en place, notamment sur le Maroc? Est-ce que l'accompagnement du gouvernement marocain vous satisfait ou au contraire, vous auriez tendance à demander un petit peu plus ou peut-être différemment? Notre proximité avec le monde agricole fait qu'on ne doit jamais dire qu'on est satisfait. On doit toujours chercher excellente réponse. à mieux faire. Et si vous voulez, nous avons fait un chemin, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire et nous pouvons mieux faire.
Alors justement, ce chemin, vous allez nous en parler un petit peu, M. Laraoui, justement. Est-ce que ce chemin vous mène, en ce qui concerne l'OCP, en Guinée, en Mali, on va parler un peu de ça, et par rapport, tout à l'heure vous parliez de la cartographie du Gabon, Cosumar regarde du côté du Soudan, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, ou est-ce que pour vous c'est hors sujet? C'est hors sujet, je vous laisserai évidemment commenter comme vous le sentez. Tout est dans le sujet, c'est pas. Mais je voudrais rajouter un point. Dans l'équilibre actuel, il y a, au plan mondial, des interventions multiples, certaines heureuses et certaines moins heureuses, des gouvernements, sous forme de subventions, sous forme de tarifs à la frontière. Le secteur agricole, comme on le sait, pose des problèmes au niveau de l'OMC, etc. Donc, c'est un secteur assez particulier de ce point de vue. Hein, d'où peut-être le terme de sécurité de l'autre côté, etc. Donc, il y a, dans le changement de l'équilibre, aussi un débat global à avoir sur la protection tarifaire dans les pays avancés. Les pays émergents ne sont pas en reste. Vous vous souvenez certaines taxes à l'export, certains rationnements quantitatifs à l'export en 2008. Hein. Pourquoi cette question est revenue au devant de la scène? Souvenez-vous, hein, 2008, explosion des prix des produits alimentaires. Tout le monde s'est réveillé un jour et s'est dit, mais on s'était habitué à avoir des biens alimentaires à des prix faibles et régulièrement, etc. Donc ça a aussi un petit peu... et puis on s'est intéressé, on a regardé les trends démographiques, les défis, etc. Et cette question est revenue au devant de la scène. Donc je pense que cette intervention des gouvernements est quelque chose aussi qui doit être au cœur du sujet. Et ce n'est pas parce qu'on centralise, on intervient, qu'on a des bons résultats nécessairement. Donc il faut aussi être assez prudent de ce point de vue-là. Et donc on a aussi notre expérience ici au Maroc sur ces questions-là. L'autre question, c'est la question de l'innovation et de sa diffusion. Et je ne pense pas qu'on puisse modéliser ou penser le développement de pays qui sont aujourd'hui à $500 de PIB par tête, ou 600, entre 500 et 1000, selon les étapes du développement de ce qu'on connaissait. Il est possible, compte tenu de la diffusion rapide des innovations, de la transformation de la manière dont la production s'organise au plan mondial, il ne me semble pas que l'Afrique va passer par... ce processus de développement. Il y a probablement, avec les technologies de l'information, la rapidité avec lesquelles se diffusent, mais aussi deviennent obsolètes les innovations, a probablement changé les choses. Et vous prenez la révolution des télécoms, c'est un bon exemple. Ce qu'elle offre en termes de potentiel et la rapidité avec laquelle elle s'est diffusée, alors que sur des technologies anciennes, le réseau électrique qui continue d'être très très capitalistique, avec un maillage, etc. Là, le solaire va probablement... Donc, encore une fois, c'est cette idée de non exponentiel, de non linéaire, et de penser les choses dans un monde qui s'est quand même profondément transféré. Bon, vous m'interpellez sur les activités du groupe. Le groupe inscrit son action dans cette vision globale. On a une méthode inductive, on part de l'expérience du groupe sur le terrain, mais on a aussi la nécessité, on ne fait pas bouger les gens que sur des projets, on fait bouger tout le monde sur des visions, sur l'inscription des choses dans un cadre, dans une doctrine, qui se remet en question en permanence et qui est complexe. Il n'y a pas une vérité aujourd'hui absolue. Donc on est nous-mêmes dans ce questionnement et cette recherche permanente d'avoir des actions qui permettent de répondre aux défis tels que nous les percevons et qui soient des réponses à la hauteur. Nous ne sommes qu'un groupe, encore une fois. En tout cas, moi-même, je suis au Policy Center et un peu dans le groupe, mais nous ne sommes pas incapables de dire les enjeux sont des enjeux qui sont continentaux. Donc, il y a une question de masse critique, encore une fois, et cette question de soutenabilité. L'eau, la question de l'eau, la question donc des innovations qui est liée. La nature des sols, aujourd'hui, on arrive à la corriger. C'est plus un enjeu fondamental, quelque part, mais par des bons engrais, etc. Mais ça, c'est une vraie question pour le Maroc et l'ensemble de ces pays, la mobilisation de l'eau et son utilisation efficace. Merci. Alors justement, il est peut-être temps de changer cette agriculture vers une transformation de l'agriculture pour en faire
et on revient à la question originelle de notre débat, ce moteur de croissance. Alors, comment, par exemple, Jean-Michel, comment arrive-t-on à transformer une agriculture qui aujourd'hui se heurte à des réglementations, mais qui peut les contourner, qui peut aussi les ajuster? Est-ce que justement la BAD ou l'AFD peut être un moteur, un initiateur, un relais, un accélérateur de solutions? D'abord, le moteur de croissance, il a été rappelé dès le début, c'est la croissance démographique. Il est là, le moteur, et notamment en Afrique. La dimension humaine et spatiale de l'Afrique fait qu'elle est au cœur de ce sujet-là. Bon. Donc le moteur, il est là. Sauf que le moteur, il peut avoir des ratés. C'est-à-dire que ça peut être un formidable vecteur de croissance ou ça peut se terminer en catastrophe. Il ne faut pas se le dissimuler. Alors, les risques, il y en a deux, je crois. Le premier, c'est le défaut de politique publique. Et donc, c'est à nous, nous humains, et le deuxième, c'est d'ignorer la nature. Et notamment en Afrique. Parce que le changement climatique existe. C'est pas, malheureusement pas une théorie scientifique, nous en avons maintenant les conséquences. Juste un exemple, l'AFD avait, il y a une dizaine d'années, financé des barrages ici, au Maroc. Et quelqu'un au conseil d'administration de l'agence a posé la question, mais dites-moi, il y aura de l'eau dans votre barrage dans 50 ans? Alors, probablement. Mais, en fait, scientifiquement, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas combien. Évidemment, il y aura de l'eau. Mais est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que... Bon. Alors, le seul problème, c'est que l'amortissement d'un barrage, c'est 40 ou 50 ans. Et s'il a servi pendant 50 ans, eh bien, on n'a pas perdu notre temps. Mais là, le point fondamental, c'était de se dire, est-ce que nous savons répondre à cette question? Eh bien, pas sûr. Bon. Donc, et c'est la raison pour laquelle l'agroécologie est fondamentale. Alors l'agroécologie, ça ne demande pas ça demande pas de tracteurs, ça ne demande pas d'engrais, ou peu, ça demande des produits de chimie fine très précise, et donc ça demande de la formation. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Former des communautés entières pour qu'elles aient... et ça, c'est la réponse. Il existe une agroécologie. Donc il y a un problème, il y a aussi la solution. La solution, c'est l'agroécologie et la maîtrise de l'eau. Indépendamment évidemment du changement climatique. Alors sur les politiques publiques, je crois qu'elles s'emboîtent à différents niveaux. D'abord au niveau continental. On n'a pas encore dit, ce qu'on a tendance à dire, l'Afrique n'a pas de politique globale. Alors moi je vais faire de la publicité, non pas pour l'AFD, mais pour l'Union africaine. J'espère que vous avez tous lu ce document qui s'appelle « Les agricultures africaines, transformation et perspective », édité par le NEPAD. Je n'ai pas de mérite à parler du NEPAD parce que son siège est à 10 km de mon bureau, à Johannesburg. Mais non, ça c'est la plaisanterie. C'est fondamental. L'Union africaine et le NEPAD ont été les premiers, avant la Banque mondiale, sans faire de chicanerie interinstitutionnelle, la stratégie pour le développement agricole africaine date de 2003. Et la Banque mondiale s'est dit en 2007, tiens, il faudrait peut-être revenir à l'agriculture. Donc, je voudrais juste... Donc, il y a une vision continentale. Ensuite, il y a des visions régionales et des visions nationales. Nous sommes dans un pays qui a une vision, précisément, ça a été dit à plusieurs reprises, et qui a une capacité de mettre en œuvre des politiques. Il y a un plan Maroc vert, bon, qui a des ombres, mais qui existe et qui a largement fonctionné, même si, évidemment, après, on peut trouver des choses à améliorer. Bon. Et de ce point de vue-là, la dimension commerciale, comme ça a été rappelé, est absolument fondamentale. Les tarifs extérieurs, l'Union européenne a une horlogerie pour définir, pour concilier l'intérêt de ces agriculteurs, la présence les responsabilités de l'Europe dans le monde, et de ce point de vue-là, un tarif extérieur, j'ai un exemple en tête, c'est celui de l'UEMOA, l'Union de l'économie ouest-africaine, monétaire ouest-africaine. Bon, ils ont un tarif extérieur commun, ce qui est remarquable. Ils ont une politique. Bon, mais paradoxalement, alors qu'ils sont les premiers concernés, ce tarif comporte trop peu de positions, il n'y a pas assez de nuances, et du coup, ce n'est pas un bon outil pour protéger l'agriculture ouest-africaine, ce qui est un comble. Donc il y a des questions tarifaires et qui sont au niveau international, minimum régional, si ce n'est dans les grandes négociations mondiales. Et donc j'en viens à ce point. Le principal danger n'est pas est-ce qu'il y a des terres? Oui. Est-ce qu'il y aura de l'eau? On pourra probablement l'optimiser. Non, tout ça, il est probable. Non, le principal danger, c'est
la carence de politiques publiques bien emboîtées depuis la vision continentale à la vision régionale, la vision régionale à la vision nationale. Alors, je termine sur les bailleurs de fonds, puisque c'était la question, après ce long détour, pardon. Je ne crois pas qu'il appartienne à des bailleurs de fonds de dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas leur rôle. De prendre le risque d'une innovation, ça oui. Tout à l'heure, quelqu'un a dit « vous n'êtes pas à l'échelle ». C'est parfaitement, c'est vous. Vous avez parfaitement raison. Quand on additionne les bilans de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'AFD, de la KfW, de la Banque... Et c'est quoi? C'est 10% du problème, en gros. Mais ce que les bailleurs de fonds doivent faire, c'est prendre des risques, parce qu'ils sont des établissements ayant des bilans extrêmement solides et faits pour ça, prendre des risques d'innovation, de façon à ce que ceux qui marchent après puissent se financer par le marché. C'est ça le but. Ni l'AFD, ni même la Banque africaine de développement ne vont financer le développement agricole. Le financement agricole, il se financera par les finances des pays, par le système bancaire. Mais le sujet est très complexe, il est systémique, il demande un très haut niveau d'expertise, et les bailleurs de fonds sont là pour prendre des risques qui, après, débloquent la solution. J'ai bien aimé l'expression débloquer. C'est ça, je pense que c'est ça notre métier. Mais c'est surtout pas de penser la politique à la place des pays ou des régions. Et de ce point de vue-là, ce que cherche un bailleur de fonds, c'est d'avoir des partenaires qui l'accompagnent dans cet endroit-là. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que je suis ravi de faire un petit clin d'œil. Nous sommes à Rabat, mes partenaires marocains, parce que l'AFD cherche des partenaires, et il est évident que le Maroc, ça a été dit à plusieurs reprises, vous essayez d'abord d'avoir une vision globale, et puis après, effectivement, vous définissez la stratégie de l'intérêt de votre pays. Ce que tout pays doit faire. Sauf que vous le faites. Vous, Marocains, vous le faites. Et de ce point de vue-là, le Maroc est à la fois un partenaire... Alors, il est l'auteur et le metteur en scène de son propre développement, dans lequel l'AFD joue un rôle parmi d'autres, mais elle essaye de jouer son rôle. Mais je crois qu'il faut saluer l'ambition que le Maroc a de penser avec et pour l'Afrique, et pas simplement pour le Maroc. Et ça, pour un organisme bailleur de fonds, c'est fondamental. De savoir qu'il y a des partenaires qui voient plus loin et plus profond que ce qui est leur responsabilité immédiate. Nimo, un petit commentaire à propos de ce que vient d'expliquer Jean-Michel. Certainly. I do fully agree that agroecology is the way to go for Africa and for the world, actually. There's been a report produced by over 400 development and agricultural experts that clearly was published in 2008 that clearly outlined that is the way to go and that small-scale farmers need to be supported. They are the ones who will feed the world in the future, mostly. You still have a mix of different kinds of farming, but that's really the major direction to go. Now, with regard to policy, the African Union has a policy that every country should devote at least 10% of their national budget to agriculture. But that's just on paper. Only few, maybe one or two are thinking about it. They just put it there and invest maybe 1% or 2% or 3%. But really, without serious investment in agriculture, we cannot lift off to where we ought to be. Now, there's something for the AU to learn from EU. The European Union spends a whole lot of money on farmers. And if the African Union can equally create a fund to which member states would, as an obligation, contribute to, so that when you want to fund African farming, you will not be looking for external donors from outside of the continent. You can go to the AU and get grants or get whatever to support local initiatives. I think this is one clear direction that we can move to. And then again, before the structural adjustment programs of the 1980s, African agriculture was doing quite well. And we had extension officers. Now we have less of that. We need to have more of that. We had marketing boards that help to assure farmers of basic prices and also access to the market. This kind of things need to come back. We need structures that provide safety nets for farmers who are toiling there in the farm. The issue of infrastructure has been mentioned since yesterday. And I like the definition that came up yesterday that rather than speak about rural and urban divide, we talk about communities of people. So whether the farmers are in the urban centers or they're in the villages or wherever they are, these are all farmers that need to be supported. Then one final thought before I hang up
my microphone at this point, is the issue of the notion that drive our policy direction. You know, for a long time, Africa has been the poster child of whatever hunger means. If you want the picture of a hungry person, it must be a picture of an African. But you have hunger all over the world. Even in the richest nation, there are hungry people. But Africa has unfortunately been characterized as the hungry continent. Now, there were reasons for that. One of it was to always pump food aid to the continent. And food aid is not free. Food aid is big business for the transporters and for those who produce the food and sell the food. So Africa became a dumping ground, changing our eating habits and even the way we produce our food. Now, today, that didn't work quite well. So what is the new narrative? The new narrative is that Africans are malnourished, that our children are stunted. And so we're going to have to find a way to give Africans nourishment. And what is the direction for that? Nourishment produced in the laboratory. But that is the wrong way to go, and our policymakers need to resist that. Our farmers have to resist that. Our people must stand on the streets if necessary to resist it. Nutrition is not manufactured in the laboratory. It has to be from the food, from the farm. And it has to be wholesome food produced by our people and food that is culturally appropriate. Merci beaucoup Nimo. Il est temps de passer la parole à la salle. J'espère que l'on vous aura intéressé et surtout intrigué, qui nous permettra de recevoir vos questions. À ma gauche, monsieur, une question. Madame, après, tout va bien. Mademoiselle, là. Avancez. Monsieur est ici. Voilà, levez-vous, monsieur. Présentez-vous peut-être, enfin même certainement. Et puis, si vous avez un interlocuteur précis à votre question, n'hésitez pas à l'exprimer. Bonjour tout le monde. Merci à Amadeus d'avoir invité le Programme alimentaire mondial des Nations Unies que j'ai l'honneur de représenter. J'ai écouté vos délibérations avec beaucoup d'intérêt, bien entendu, comme tout le monde ici. Il y a pour nous, en tant que Programme alimentaire mondial, la sécurité alimentaire, c'est l'accès à l'alimentation par les populations, toutes les populations. Donc, ce n'est pas seulement produire, ce n'est pas seulement conserver, mais il faut que les gens puissent l'avoir, puissent la consommer. Et il faut que ça soit en quantité suffisante, mais aussi en qualité nutritionnelle appropriée. Donc, évidemment, c'est la production. Quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est toujours, on pense à l'agriculture, bien entendu, c'est la base, mais l'agriculture doit être accompagnée par il a été dit ce matin, au niveau des infrastructures, il faut qu'il y ait un accès au marché. Et donc, pour que cet accès au marché soit fait, il faut, surtout pour les petits agriculteurs, il faut que les moyens de transport, les routes et les moyens de conservation et tout ça soient conçus de telle manière à ce qu'ils arrivent aux petits producteurs, qu'ils prennent en considération. Le deuxième point qu'il faudrait absolument tenir en tête, plusieurs d'entre vous l'ont parlé, mais je voudrais y insister, c'est l'éducation. La question de la vulgarisation de l'éducation agricole est absolument primordiale. Pour répondre à notre ami nigérian qui a eu l'impression que l'aide alimentaire pouvait créer de problèmes, en fait, j'ai vécu en Afrique et j'ai servi l'Afrique plus de 30 ans dans le domaine de l'aide alimentaire. Et croyez-moi que nous avons contribué grandement aussi bien à l'éducation des enfants qu'à la nutrition des femmes, que la lutte contre les famines qui ont eu lieu et qui ont encore dans certains cas. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais maintenant, pour votre information, nous sommes de plus en plus, nous achetons sur place. Nous n'amenons plus les aliments de l'extérieur, mais nous aidons les petits agriculteurs pour qu'ils puissent produire localement et que les gens puissent avoir ça sur place. Merci, cher monsieur. Au départ, vous aviez demandé le micro pour une question. Vous n'avez pas de question, en fait. Non, j'ai un commentaire. Je voudrais contribuer à cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Madame, est-ce que vous avez une question? Attendez, le micro vous parvient. Bonjour, professeur Nadia Motet, Université Mohamed V. Voilà, ma question est très directe. Je suis anglophone, donc je vais droit au but. On a parlé un petit peu de ce besoin de vraiment produire plus. Donc, par souci de
production de plus, vu le taux démographique, est-ce que nous ne tomberions pas dans le souci d'avoir des problèmes de certains produits comme les pesticides, comme les... Je suis désolée de parler avec mon français pas tellement... comme les OMG. Donc, on a peur pour le citoyen et pour le consommateur de tomber dans certains produits, vu le souci de produire plus, des produits qui pourraient nuire à notre santé. On est en train de voir le taux de cancer et on ne sait toujours pas au Maroc pourquoi ce taux de cancer est très élevé. Est-ce que c'est parce que nous avons maintenant du poulet mromi qui est très très répandu? Est-ce que nous avons peut-être dans notre monde que nous consommons tous les jours des pesticides qui sont assez nocifs pour notre santé? Et donc, par souci, il faut aussi prendre en considération que c'est vrai, il faut produire plus vu le taux démographique, mais il faut aussi avoir beaucoup plus de sécurité nutritionnelle et alimentaire. Vu la notoriété maintenant de tous ces produits bio qu'on parle, sont-ils vraiment bio? Merci. En fait, cette question s'adresse à l'un d'entre nous, mais vous souhaitez principalement viser... Voilà, on va... Alors, Nimo, on y va. Nimo, allez-y. Just to respond to the comment, I think really when I talk about food aid, there was a time that food aid was a big issue in Africa, especially 2002 with Zambia. And the issue was that the World Food Program insisted on shipping genetically engineered corn to Zambia. And Zambia refused to accept genetically modified corn. And at least they wanted it milled before being shipped to them, so that they don't plant them by mistake or by accident. The same issue came up with Sudan in 2004 and Angola in 2004 in a period of serious conflict. They had also food shortages in some regions of those countries. And the fear was also that whole genetically engineered grains would also be planted and contaminate their environment. So that was a big issue, and it's still a big issue in Africa today because with the big agribusiness, you know them, they still want to, they have an objective to open up Africa to genetic engineering as a solution. Nowadays, they talk about climate smart maize and corn and so on. It's a climate stress, so you genetically engineer these crops so as to resist the impact of global warming. But the truth is that researchers in Africa and elsewhere have produced climate-resistant crops also without involving genetic engineering. So it's a question of policy choice, which way do you want to go? And of course, the debate about GMOs is a long-drawn debate. If you're opposed to it, you are termed anti-development. If you support it, then you are brilliant and you like support. You know, when we oppose GMOs in Africa, one of the reasons is that we need more time to study. Let it be in the laboratory. We're not opposed to science, to laboratory work on GMOs. But many of our countries don't have biosafety laws. The one we have in Nigeria that's before our president, we've been campaigning that the president should not sign it because there's no provision for liability and for redress. And if you don't have that, then anybody could do anything they want with your environment just because they have the law and the rights to bring in this stuff. And illegally, GMOs are all over the place. We do know. But there are things we need to learn from, and we need to really be careful about what we accept in our environment. So I thank you for that comment, those comments. Thank you, Nimo. Monsieur Fikrat. Je voulais juste intervenir rapidement sur la question de madame. Je la remercie de l'avoir posée. En fait, l'intensification, c'est une nécessité parce qu'il faut produire plus avec des moyens qui seront forcément limités, que ce soit en superficie ou en eau, etc. Mais là, il faut qu'on signale deux éléments. Le premier, c'est que vous avez des garde-fous quand même. Par exemple, pour le cas du Maroc, dans le plan Maroc vert, il y a eu entre autres la mise en place de l'ONSA, qui est l'Office national de la sécurité sanitaire et qui s'intéresse à toute la chaîne de la production agricole, depuis le début jusqu'au départ. Et puis vous avez aussi le rôle de la société civile qui doit garder une certaine vigilance, ceci d'un côté. Mais pour pouvoir mettre en place les mécanismes de contrôle, de suivi et de précaution, il faut aussi qu'il y ait de la production scientifique. Et là, j'interpelle l'université de manière générale et les scientifiques. Nous avons besoin d'un effort énorme de R&D
sur tout ce qui est biologique, technique, pour aller de l'avant. Mais sinon, c'est une nécessité. On n'a pas le choix, parce que vous avez une population qui croît, mais des moyens qui sont limités, et on doit absolument intensifier la production, mais on doit le faire de manière responsable écologiquement, en préservant la santé de l'être humain et des êtres de manière générale, puisque dans la chaîne de production, vous avez aussi tout ce qui est aliment animal qui est présent, qui in fine peut aboutir sur l'être humain. Donc là, d'un côté, vous avez les institutions, tout ce qui est réglementaire, qui est mis en place. L'Europe nous précède énormément, l'Amérique, l'Afrique, certains pays ont déjà des outils, mais il faut produire la connaissance et le savoir-faire, et c'est l'université qui doit jouer ce rôle-là pleinement. Merci M. Vicra. Jean-Michel. Oui, juste une petite réflexion sur le risque, parce que une partie au moins de l'humanité privilégiée en est à nier la notion du risque. On recherche le zéro risque partout. C'est juste pas possible. C'est vrai qu'il y a un risque à l'innovation scientifique, mais il n'a jamais été aussi faible, parce que jamais aussi contrôlé, jamais. Le plus grand risque, il est ailleurs. Il est d'une part des processus frauduleux, alors ça c'est autre chose, et il y a dans l'actualité de temps en temps des scandales alimentaires, mais qui viennent pas, qui viennent pas de l'innovation, qui viennent pas des engrais ou de non, qui viennent de manœuvres frauduleuses. Et puis il y a le plus grand risque, c'est qu'une partie encore importante de la production agricole est consommée sans aucun contrôle, sans aucun filtre, sans normes, parce que si elle n'est pas commercialisée, alors si elle est commercialisée, tout dépend du degré de normalisation du marché où on la commercialise, et si elle n'est pas commercialisée, il n'y en a pas. Et donc il ne faut pas oublier que ce débat-là, il n'est pas inexistant, mais le principal risque, c'est la production dans des conditions sanitaires insuffisantes. Et celui-là, on parle en millions de personnes, là. Donc je pense que le principal risque, c'est ça, et un système de normalisation et de contrôle qui évite la fraude. Merci. Une autre question peut-être dans la salle? Monsieur, au premier rang. Merci, monsieur. Bonjour, c'est un plaisir d'écouter le parterre d'excellents panélistes que nous avons bien entendu écouté avec beaucoup de passion. Monsieur Bouty, je suis titulaire d'une chaire euro-arabe sur le développement durable, je suis consultant aussi et je suis professeur à l'université. Ma question elle est très simple, elle s'adresse directement aux bailleurs de fonds et j'en vois deux, la BAD et l'AFD. Finalement, dans la structuration dans laquelle vous avez parlé, c'est inséré, en rappelant M. Leïnaoui, la vision, l'installation d'une vision à long terme. Et bien sûr, ça rejoint parfaitement le management, l'un des fondateurs, gourou du management, l'a précisé, ça fait 80 ans, en donnant la définition que le management, c'est PO-C3, c'est la planification, l'organisation. Et je passe sur les autres caractères. Donc, finalement, inscrire cette thématique dans le cadre d'un développement durable, ça veut dire penser à la génération actuelle sans compromettre, bien entendu, la génération future. Alors, la question est simple. Comment faire date d'aujourd'hui, sachant qu'au niveau politique, il y a tellement d'instabilité, au niveau économique, etc., pour faire en sorte de travailler sur 25 et 30 ans, sachant qu'il y a des préoccupations urgentes et pressantes aujourd'hui. Merci. Donc, finalement, associer le long terme au court terme. Alors, avant de donner la parole aux bailleurs de fonds, comme vous les avez aimablement qualifiés, je sais si... Ah ben alors, voilà, donc vous rebondissez, Karim, s'il vous plaît. Alors allez-y, vous posez une autre question et puis vous pouvez aussi. C'est pas une alliance préparée. Hein, mais... Il n'y a rien de prémédité et pour autant, bon, on va voir. Mais ça, comme on va voir. Vous avez parlé de tennis, les tennisman. Allons-y. On va en double. Voilà. Non, tout simplement, cette question de la réconciliation de la contrainte temporelle, effectivement, il y a un pays qui la propose en Afrique. Il y a un pays qui la propose. Allez-y, ça vous brûle les lèvres. Non, mais vous savez quel pays. C'est un grand pays émergent qui propose, c'est la Chine, qui propose ce dont les pays ont besoin aujourd'hui, des infrastructures, des zones industrielles,
maintenant de l'investissement dans l'industrie manufacturière légère, ils sont en train d'y venir, dans l'agriculture aussi sur les terres, mais ils proposent cette réconciliation contre des matières premières à long terme. Alors ça se fait d'une manière bilatérale, donc hors marché, quelque part, d'accord? Donc ce sont des matières premières qui ne sont plus dans le marché, avec un effet de masse critique non négligeable quand vous prenez les pays pris individuellement, et donc probablement avec des effets sur l'équilibre global du système pas optimaux, je pense que, mais en même temps, en l'absence d'une capacité de réaction, et vous le revenez, les institutions sont les représentations des pays, hein, et ça, nos amis sont dans le staff, ils ont, je veux dire, les directions stratégiques, si vous prenez la banque ou la BAD, c'est la somme des gouvernements qui font les stratégies, hein, c'est les actionnaires de la coopérative. Mais il y a un vrai enjeu, je pense, sur le débat qui nous occupe aujourd'hui, dans la réponse et la contribution qu'ils peuvent apporter, est très loin d'être négligeable. Parce que vous parliez tout à l'heure, c'est 10% du problème, acceptons ce chiffre, mais si on leverage ça en capacité de garantie, c'est en termes de ce que je peux mobiliser de fonds de pension en Europe ou de fonds de pension aux États-Unis, au Japon, etc., c'est un multiple exponentiel. Avec 10%, on génère des flux de capitaux privés parce que c'est le secteur privé qui va apporter la réponse à tout ça. C'est la combinaison. On voit bien que c'est compliqué. La recherche, l'innovation, les marchés, les infrastructures, c'est très compliqué à coordonner tout ça. Ça ne se fera pas au niveau d'une espèce de centralisation. Donc, j'ajoute à la question, que faites-vous face à la réponse qui est proposée, en fait, par d'autres? Zineb, on va commencer par vous. Vous êtes un petit peu visé par les deux questions. Il n'y avait rien de prémédité, tout va bien. En fait, je suis un peu confuse. On l'avait deviné, imaginé. Donc encore là, c'est juste pour remettre en perspective le rôle des bailleurs de fonds. On n'est pas là non plus pour des responsabilités des États souverains. On a un rôle d'assistance auprès d'États souverains. Je vais rectifier quelque chose que mon copanéliste vient de dire. Nous ne sommes pas la voix de nos États membres. On est la voix de nos experts. Parce que quelque part, nos stratégies, on ne les dérive pas de la vision de nos actionnaires, on les dérive de notre connaissance du terrain. Et on est sur le terrain depuis quelques décennies. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas du tout notre approche, d'ailleurs, en général, parce que nous, on part des stratégies qui sont élaborées par les pays. On les aide à élaborer ces stratégies, on est là pour conseiller, mais on n'est pas là pour se substituer, parce qu'il y a toute une problématique d'adoption de cette stratégie par la suite, parce que c'est pas nous qui allons le faire pour eux, on est là pour les conseiller. Ensuite, dans l'implémentation, parce que finalement, c'est des actions concrètes, c'est des projets, là, on est là pour les assister, et puis notre rôle n'est pas de se substituer au secteur financier, c'est pas notre rôle non plus. On est là pour catalyser le secteur financier. Donc notre rôle, quelque part, c'est de prendre une partie du risque politique qui peut être perçu, qu'en fait, on est là pour dérisquer, parce que nous, on a un statut particulier avec ces gouvernements-là, donc on peut donner certaines garanties aux investisseurs en disant, écoutez, ce projet se fait dans un cadre d'investissement qu'on pense stable, donc on est aussi là pour... en fait, mitiger le risque politique. Donc, je pense que c'est aussi un faux débat parce que, oui, il y a un rôle des bailleurs de fonds, un rôle de conseil, mais il ne faut surtout pas déresponsabiliser les gouvernements. Jean-Michel, vous partagez ce point de vue? Sur le fait que les bailleurs ne sont pas là pour responsabiliser les gouvernements, oui. Maintenant, moi, j'appartiens à un organe bilatéral. Donc moi j'ai un actionnaire qui s'appelle l'État français et c'est clair que l'Agence française de développement applique la stratégie de l'État français. Est-ce que ça veut dire que c'est une stratégie qui s'exporte? Non, puisque le b.a.-ba de la méthode, c'est tous les 3 ans de signer un accord avec le pays partenaire. Est-ce que c'est ça que vous voulez que nous fassions? Donc, et la volonté du gouvernement français, c'est bien que l'AFD fasse, et c'est le terme d'accompagner et le bon, fasse de l'accompagnement des stratégies nationales, et non pas d'une stratégie venue de Paris. Alors, deuxième point, la conciliation court terme, long terme. Je dirais que c'est un des fondamentaux du métier de bailleur de fonds. Tous les projets que financent les bailleurs de fonds, et notamment l'AFD, sont calculés à 20 ans. Alors, c'est pas assez 20 ans d'ailleurs.
Enfin, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'aucune banque privée ne fait ce genre d'évaluation à 20 ans. Et c'est seulement si l'impact que nous anticipons, avec des risques d'erreur, mais sur 20 ans est positif, que nous finançons le projet. Alors, il y a une raison à cela extrêmement simple, c'est que nous prêtons à 20 ans. Donc, il y a une logique privée et une logique publique qui ne sont pas du tout antinomiques. Donc, nous faisons deux choses. Premièrement, nous apportons des compléments dans des tours de table en rendant possible des projets parce que la quantité de risque des différents acteurs privés est atteinte. Ils ont tous leur coefficient, enfin leur système de répartition des risques. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un risque public, national ou international. Et donc notre premier métier, c'est de compléter des tours de table. La plupart des projets que nous faisons ne sont pas des projets financés par nous-mêmes et exclusivement par nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que nous apportons du long terme. Et ça aussi, c'est, je dirais, le fondement même du métier. Donc voilà pour la réponse. C'est-à-dire que nous rendons les risques prenables, nous allongeons la durée de financement, la maturité, et de beaucoup, puisqu'on met 20 ou parfois plus, entre 20 et 30 ans dans le panier, alors que tous les financements privés s'arrêtent à 8 ans, 10 ans, en général. Enfin, sauf exception. Donc voilà les deux éléments. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'État français dure 3-5 ans. Comment ? Finalement, à chaque élection, c'est vraiment sur 5 ans. Finalement, est-ce qu'il y a continuité ? Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr. Le changement de régime. Alors, enfin, voilà. vous avez raison, ça c'est une problématique de tous les établissements publics, internationaux ou nationaux, qui est qu'ils mettent en place des stratégies, surtout dans les infrastructures, ils mettent en place des stratégies, et il est rare, ça peut arriver. Un gouvernement élu peut toujours dire « je stoppe tel programme » parce qu'il est contraire à ma politique. C'est rarissime. Et en matière de coopération, alors là je réponds uniquement dans le cas de l'organisation à laquelle j'appartiens, il y a une continuité profonde. Le sujet du rôle de la France en matière de développement n'est pas un débat politicien. Donc je n'ai pas en 20 ans de carrière un seul exemple dans ma tête de changement brutal d'une décision que nous aurions prise 3 ans avant pour raison de changement de majorité. Je n'ai aucun exemple de cette nature. Merci, et pour une raison simple, c'est que ce que nous sommes censés faire, c'est d'exprimer la place que la France joue vis-à-vis d'un pays. On n'est pas dans la politique. Par contre, il peut... Alors si, je vais prendre un exemple. Si vous avez un ministre extrêmement sensible aux questions écologiques et qui vous dit je ne veux plus voir de financement de centrales thermiques à partir de fossiles. Mais c'est pour le futur. Tout ce qui a été fait avant est fait avant. Par contre, et là je cite un exemple réel parce que c'est une décision qui a été prise l'an dernier. Donc le gouvernement français, avec la sensibilité qui est la sienne aujourd'hui, a dit nous ne voulons plus financer de centrales thermiques à base d'énergie fossile. Donc pour le futur, nous n'en ferons plus. Voilà un exemple de décision qui n'est pas politicienne, qui est une vraie décision et qui s'impose évidemment aux bailleurs de fonds. Alors la même chose se joue, exactement la même chose, dans les banques multilatérales, où ce n'est pas un État, mais à un moment donné, l'opinion générale des États actionnaires de la banque fait qu'on interdit ou on n'interdit pas. Alors la Banque mondiale fait beaucoup cela. La Banque mondiale a, à un moment donné, quasiment interdit les barrages, par exemple. Merci Jean-Michel. On va juste donner la parole à monsieur. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis Dr Masnaoui, président de la Fondation Helios pour le dialogue et le développement, qui est un centre d'analyse et de recherche pluridisciplinaire qui associe différentes écoles de pensée et de savoir de différents pays du monde. Et je tiens particulièrement à remercier l'Institut Amadeus d'avoir permis à l'ensemble des acteurs de la société civile marocaine de s'associer à cet événement, de s'initier et de comprendre les défis et les enjeux qui nous attendent pour mieux comprendre et mieux s'intégrer dans ce continent africain. Notre souci, c'est que nous participons, nous, acteurs de la société civile, pour une organisation plus stratégique de notre diplomatie économique, industrielle et culturelle. Et je souhaiterais que
encore remercier l'Institut Amadeus pour avoir associé donc ces acteurs de l'intelligence économique. J'ai une question à poser au Policy Center de l'OCP, à M. Inaoui. Dans quelle mesure, je connais l'OCP comme entreprise citoyenne, mais dans quelle mesure votre centre, notre think tank, associe justement les acteurs de l'intelligence économique et ouvre ses portes justement pour une meilleure compréhension des défis et des enjeux que j'ai relevés tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur. Karim. Avant de répondre, qui est une question un peu que je peux répondre aussi en bilatéral, mais je voudrais revenir à cette question du rôle des institutions. Encore une fois, on ne peut pas complètement se mettre en... Il y a la question, et là encore je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est d'accord sur le défi? Et je pense qu'on n'est pas tout à fait en ligne sur le défi, sur la taille du défi, sur la taille et donc la taille de la réponse à apporter. Aujourd'hui, le capital privé ne s'investit pas vraiment en Afrique. Si on prend les commodities, sur les questions agricoles, nous on le vit du point de vue du groupe. Je veux dire, faire arriver des engrais au bord du champ à un coût compétitif qui répondent vraiment aux besoins, etc., c'est compliqué. On peut en faire un, mais on parle d'une révolution verte. Donc on ne peut pas... Donc il y a vraiment une question de perception, de coordination de l'action de l'ensemble des acteurs qui reste, je pense, à discuter et à résoudre de mon point de vue. Et la taille de ces interventions, si vous prenez les flux de capitaux privés, d'investissements directs étrangers qui s'investissent, si vous faites la distinction, ce qui s'investit hors et avec garantie implicite ou explicite des institutions multilatérales, ça reste relativement marginal par rapport aux besoins. Je veux dire, les besoins en infrastructure, vous avez l'initiative PIDAR, c'est 100 milliards estimés. De notre point de vue, c'est probablement beaucoup plus. À 100 milliards de dollars par an, ça ne se fait pas. Ce chiffre circule depuis quelques années. Il y a quand même un problème de masse critique d'intervention. Les stratégies des gouvernements, nous, on les écoutait. Enfin, je suis quand même passé du temps de l'autre côté. Et ils demandent de l'infrastructure. La banque, par exemple, s'était retirée pendant longtemps de l'infrastructure. Et les gouvernements ont besoin des pays à revenus intermédiaires, y compris. Donc, il y a une discussion qui doit aller un peu au-delà de ce point de vue-là. Et est-ce qu'on veut est-ce que l'ensemble des pays qui se pencheraient sur ce problème veulent que ces institutions soient une réponse au problème? C'est une question aussi. On peut passer par d'autres instruments nouveaux. Certains pays le font. J'ai cité la Chine, par exemple. Donc, je vous invite à répondre à la question de monsieur. La société civile, oui, bien sûr. Le Policy Center, d'abord, n'est pas une institution publique. Donc, elle fait partie de la société civile. Juridiquement, c'est une fondation. Donc, nous sommes dans la société civile, nous sommes votre collègue. Donc, l'adresse, c'est Mahaj Riyad, 4e étage. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur l'ambassadeur. Et il y a absolument... les événements sont annoncés sur Internet, que nous faisons, donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc, nous sommes... donc, voilà ce que je peux dire. Cette réponse vous convient, cher monsieur? Non, pas du tout. Alors on va redonner le micro à monsieur qui va reposer une question puisque la réponse n'est pas satisfaisante. Et c'est vrai qu'on a pour mission de vous satisfaire. S'il vous plaît, mademoiselle, le micro pour le même monsieur. Vous vous ennuyez pas trop? On peut un petit peu continuer? Tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, c'est justement d'associer le partenariat public-privé. Et la société civile, aujourd'hui, initie des programmes de partenariat public-privé. Nous en avons fait un dans le domaine des écosystèmes urbains à Paris et à Versailles, avec le pôle de compétitivité Advanced City. Et nous avons obtenu des livrables du genre formation, compétences, moteur numérique, etc. L'OCP est un outil, un instrument de développement considérable, formidable au Maroc. Et nous aimons ce que fait l'OCP. Et nous voyons les performances de ce grand groupe qui fait honneur à ce pays et qui va au-delà pour porter justement une contribution dans le domaine de la coopération internationale et du développement.
Mais il y a des acteurs qui sont un petit peu frustrés de voir qu'ils sont marginalisés par l'OCP du fait qu'ils ne sont pas invités à prendre la parole. Et l'OCP, j'ai écrit dans un article qu'elle devait être une entreprise citoyenne, véritablement, et je m'adresse à M. Ainaoui encore une fois, pour lui dire qu'il faut penser local avant de penser global. Merci. Un commentaire? Voilà. Simplement, nous sommes 150 à avoir entendu l'invitation de M. Ainaoui à le rejoindre. Donc, vous avez retenu l'adresse, vous savez l'étage, c'est le 4e. La porte est ouverte en tous les cas, allez-y, n'hésitez pas. Jean-Michel, vous voulez juste rebondir et réagir quant à votre propos, encore une fois, Karim, sur la Chine, sur le continent africain. Un petit peu comme ça. Oui, parce que je ne voulais pas donner l'impression qu'on éludait... ces 10 dernières années, un événement s'est produit dans le système des bailleurs de fonds, qui est l'arrivée d'autres bailleurs que les bailleurs classiques, c'est-à-dire les multilatéraux ou les bilatéraux européens. Et ça provoque des tas d'émoi dans la profession, et évidemment le jeu consiste à critiquer le nouvel entrant. Bon, alors d'abord, la question ne se pose pas. En Afrique, le total des financements chinois est tel qu'ils sont un membre décisif des investissements aujourd'hui en Afrique, et notamment dans les infrastructures. La question, c'est qu'ils ne se réfèrent pas du fond, pas membres de l'OCDE, ils ne se réfèrent à aucune des règles qu'appliquent les autres membres. Et donc, effectivement, ils sont à la fois massifs. Les effets de leurs investissements sont extrêmement visibles, notamment, alors peut-être moins ici, mais en Afrique orientale et australe, c'est extrêmement puissant. Et donc la question est une question du bilan de ce nouvel entrant. Alors, nous, la première observation que nous faisons, c'est que la coopération chinoise est totalement bilatérale. Alors, étant AFD, je ne veux pas dire que c'est mal, mais elle est bilatérale, non concertative. C'est-à-dire que les organismes chinois de financement n'arrivent jamais en disant on va mettre 10 ou 20 ou 30% du financement. C'est pas comme ça qu'ils travaillent. Et puis la Banque mondiale met 30, et puis ces exemples-là sont rarissimes. Ils offrent un produit intégré qui est purement bilatéral, donc Chine-Kenya, mettons, ou Chine-Zambie, dans lequel il y a à la fois la description d'investissement, les entreprises qui le réaliseront, qui seront évidemment chinoises, et les conditions de financement. Et ils sont très innovants, parce qu'effectivement, ils n'offrent pas des financements qui ressemblent aux nôtres. Ils disent, il y a notamment ces fameux accords de livraison de matières premières étalés dans le temps. Alors, ce n'est pas parce que les Chinois, d'abord, les besoins d'investissement de la Chine sont tels que tout le monde est bienvenu, à commencer par les Chinois. Deux, la Chine a amené à l'Afrique quelque chose de fondamental, c'est un pouvoir d'achat de ces matières premières qui est une des raisons de la croissance, parce qu'on oublie de dire il y a 5 ou 6% de croissance, oui, quel est le pourcentage qui vient de la demande chinoise? Je n'ai pas la réponse, je veux pas, mais il est certainement pas négligeable. La Chine entraîne le développement de l'Afrique, entraîne le développement du Brésil, et ainsi de suite, de tous ses fournisseurs, comme l'Europe l'a fait à d'autres époques et continue à le faire. Donc, et donc il est normal que la Chine se dote d'une offre en matière de financement de développement qui correspond à la taille qui est la sienne et au rôle qu'elle joue dans le développement de l'Afrique. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de diaboliser quoi que ce soit là-dessus. Alors maintenant, on arrive aux questions techniques. La question technique, c'est que, n'appliquant pas les mêmes règles, faisant des financements totalement bilatéraux et selon des contrats qui ne sont pas accessibles, sauf quand le FMI l'exige, c'est probablement la seule institution au monde qui est capable d'exiger d'avoir le texte des contrats signés par les Chinois, on n'est pas dans un système collaboratif. Et c'est là que je ne critique pas les Chinois pour leur méthode, je critique les Chinois pour le fait qu'ils ne travaillent que en bilatéral, alors que manifestement le sujet du développement de l'Afrique est un sujet commun à tous les Africains et au monde entier, et que nous devons nous asseoir autour d'une table et étudier les formules de financement. Alors ça viendra parce que je pratique beaucoup depuis de longtemps, depuis plus de 10 ans. Enfin, juste anecdote, il se trouve que je suis celui qui était en charge de l'introduction de l'AFD en Chine il y a 10 ans. Donc je connais un peu mes collègues chinois, et ce sont des très grands professionnels.
et ce sont en même temps des gens qui sont très réactifs au rapport de force. Donc le jour où ils sentiront qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler tout seuls, eh bien ils travailleront avec les autres sans aucun problème et la décision se fera très vite. Et deuxièmement, je suis l'apôtre de la transparence. Je ne me permets pas de dire a priori tel contrat n'est pas bon. Alors si, ce que nous savons par exemple, c'est quand il a fallu étudier l'annulation de la dette du Congo démocratique, le FMI dit attendez, avant d'annuler la dette, il faudra peut-être savoir ce qu'il y a dans la nouvelle dette. La nouvelle dette, c'est-à-dire celle conclue avec la Chine. Et la vérité oblige à dire que les contrats ont été dénoncés par le FMI qui a dit nous n'annulerons pas la dette du Congo tant que vous n'aurez pas renégocié vos contrats avec la Chine. Merci. Donc je suppose qu'ils devaient avoir leur raison. Monsieur Mohamed Fikrat. Merci Monsieur Bazin. C'est juste pour faire un petit ajout par rapport aux finances. Quand on pense finances, on pense automatiquement au moment de l'investissement, aux bailleurs de fonds. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas du tout négliger les marchés financiers qui s'intéressent aux commodities, parce que ça demande beaucoup de vigilance. Je m'explique, quand on observe pas mal de produits agricoles qui sont cotés dans des bourses mondiales et qui sont automatiquement influencés fortement par les jeux des fonds financiers, des investissements financiers qui créent des fluctuations spectaculaires et qui peuvent être un danger pour leur pérennité. Et c'est pour ça que je pense l'une des questions auxquelles il faut faire attention, ce n'est pas uniquement au local, mais aussi au niveau international, au niveau des pays où il faut apporter des méthodes ou des outils de régulation. L'Europe, l'Amérique du Nord et certains pays ont bien réussi à cerner cette question-là. Par contre, d'autres pays n'ont pas toujours les bonnes réponses. Et le côté réglementaire des politiques doit être présent, que ce soit national ou paranational, pour protéger la production et surtout la production des petits agriculteurs. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va en rester là. Merci évidemment à l'Institut Amadeus, à Brahim Sifari qui nous a rejoints. Merci beaucoup, Brahim. Je vais vous rappeler un chiffre quand même qui est une réalité douloureuse, et j'employais le terme de cruel tout à l'heure. 233 millions de personnes sur le continent africain, 233 millions de personnes sur le continent africain souffrent d'insécurité alimentaire, dont plus de 10 millions en Afrique du Nord. J'espère, en tous les cas, qu'on vous aura apporté un éclairage, et comme on dit chez moi, un éclairage c'est toujours mieux la nuit, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y a une petite coupure d'électricité. J'espère qu'on vous aura éclairé au moins sur cette question. Merci, bonne journée.